Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment était désigné le chef de l'État, le décideur principal. Et nous avons vu aussi que périodiquement, l'armée revient dans la discussion. Alors, comment ça marche? Le chef de l'État, décideur principal, peut être souvent malade, comme Bouteflika. Il peut être souvent absent, comme Mohamed VI au Maroc. Il peut être incapable, comme Bush Junior, dont l'incompétence était moquée par une émission quotidienne à la télévision. Il n'en demeure pas moins le décideur principal d'une grosse machinerie qui n'arrête pas de fonctionner à cause de ses absences. En Belgique, pendant 18 mois, ils ont été privés de gouvernement et de chef de l'État. Ça n'a pas empêché la Belgique de rester l'un des pays les plus prospères du monde et même de contribuer avec l'OTAN à faire la guerre à quelques peuples pauvres de la planète. Mais me direz-vous, et Saïd alors? Pourquoi parle-t-on de Saïd Bouteflika au niveau du centre de décision du pays? Souvenez-vous, on a déjà eu un cas semblable. Quand Chedli était président, les changements de cap, comme par exemple le tournant vers la privatisation, c'est une décision de Chedli. Mais toutes les nominations, toutes les décisions quotidiennes revenaient à la machine de la présidence dirigée par Belkher. C'est le cas pour Saïd Bouteflika. Donc, en l'absence du décideur principal, la machine étatique continue de tourner et prend en charge les affaires. Et cet État, justement, est-il neutre? Travaille-t-il juste pour administrer les choses sans privilégier aucune des parties de la société? Absolument non. L'État est au service des classes dominantes. C'est l'État dirigé par Chedli, Zeroual, Bouteflika qui a enrichi Rabrab, Haddad, Tahkout, etc. en leur ménageant des monopoles. Cette vérité est encore plus évidente dans l'Occident impérialiste. On parle bien du complexe militaro-industriel aux États-Unis qui commande des guerres pour pouvoir relancer la machine économique. Et on connaît la réflexion sur le code civil français, censé gérer les relations entre les citoyens, qu'on surnomme le code de la propriété parce qu'il privilégie le propriétaire sur le petit peuple. Dans les pays développés depuis au moins le début du XXe siècle, ce sont les grandes banques, les grands groupes financiers qui dirigent le bloc social des classes dominantes. Aux USA, par exemple, Goldman Sachs, la grande banque, place des ministres que le président élu soit démocrate ou républicain. Et en France, nous venons d'avoir le spectacle éclatant d'un président des riches mis en place par la coalition des banquiers dirigé par Rothschild. Démocratie parlementaire, système présidentiel, tout ça n'est que façade. En réalité, il y a un pouvoir de la bourgeoisie. Et en cas de crise, on oublie toutes ces formalités et ce qu'on appelle l'État profond se manifeste pour rétablir les intérêts des classes dominantes. En Italie récemment, où l'on a un système de démocratie parlementaire, le président est protocolaire. Eh bien, ce président protocolaire s'est permis de refuser le gouvernement présenté par les partis majoritaires aux élections. Aux États-Unis, où nous avons par contre un système présidentiel, le président Trump est régulièrement saboté par l'État profond qui refuse sa politique protectionniste. N'importe quel petit juge d'Hawaï ou du Montana peut annuler une décision du président. Les services de sécurité se mobilisent pour nuire aux politiques du président. Évidemment, il s'agit de défendre les intérêts des multinationales américaines, des grands groupes financiers américains et italiens et européens qui refusent les politiques protectionnistes de ces nouveaux élus. Où est la démocratie? En Algérie et dans les pays du tiers-monde, dans les pays peu développés, la bourgeoisie est faible. Donc la bourgeoisie ne peut pas diriger la coalition au pouvoir. Encore moins des banques. C'est donc la bureaucratie qui est la couche
dominante du bloc social dominant. C'est la bureaucratie, c'est-à-dire la caste militaire, la haute hiérarchie militaire, les hauts fonctionnaires des ministères qui dirigent le pays. Haddad et Rebrab, malgré leur puissance, on voit bien qu'ils quémandent auprès des fonctionnaires en place, auprès des ministres en place. Mais ils quémandent, mais ils font partie de la famille qui est au pouvoir. Ils font partie du bloc social dominant. Il n'y a qu'à voir que Rebrab s'est permis de tenir tête à Blaid Abdeslam et a contribué à sa chute. Il n'y a qu'à voir que Rebrab, qui est en crise avec le président Bouteflika depuis 2004, n'a pas cessé de s'enrichir et d'engranger les milliards. Le rôle des militaires et des services de sécurité est le même à travers le monde. Ils interviennent en cas de crise, comme dernier recours, lorsque le processus institutionnel est grippé, qui ne correspond plus aux intérêts des classes dominantes. Nous avons pu voir ça chez nous, en 92, quand l'armée a pris le pouvoir devant le raz-de-marée islamiste. Nous avons vu ça en France. En 1958, il y a bien eu un coup d'État militaire en 1958 en France. Et aux États-Unis, souvenez-vous que lorsqu'il y a eu les attentats du World Trade Center, le président Bush voulait aller à la Maison Blanche et le président le plus puissant de la planète a été empêché par qui? Par les services de sécurité de rejoindre son bureau. Ils l'ont baladé de caserne en caserne. Ce rôle est évidemment beaucoup plus fréquent dans le tiers-monde, parce que les États bourgeois du tiers-monde sont beaucoup moins stables. Ils sont en crise permanente. Cela amène donc les services de sécurité, l'armée à intervenir très fréquemment, les coups d'État, les juntes militaires, les interventions policières sont beaucoup plus fréquentes. En plus, chez nous, la filiation avec l'ALN vient quelque part encore légitimer l'armée dans le jeu politique. Mais il faut garder la mesure des choses. Le général Ammari, qui soutenait Benflis, se contente de démissionner. Il ne fait pas un coup d'État, comme en 92. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une crise majeure du système. Les intérêts fondamentaux ne sont pas remis en cause par le choix entre Bouteflika et Benflis. Donc, les militaires se retirent comme se sont retirés les généraux récemment limogés, comme le général Taoufir qui disait au moment de son éviction « Je ne peux pas m'opposer à une décision qui porte le sceau, le khatem, de la République ». Donc les militaires, les services de sécurité interviennent en cas de crise. Ils interviennent en dernier recours dans les pays avancés comme dans les pays du tiers-monde. Ce qui change, ce qui fait la spécificité de notre pays et la fréquence de cette présence des militaires, c'est la situation de crise d'un État bourgeois qui n'est pas encore totalement stabilisé. Mais au-delà des luttes personnelles, des ambitions personnelles, les affrontements entre les acteurs politiques, militaires ou civils, révèlent des divergences politiques. Et plus que cela, révèlent la lutte des classes qu'il y a dans la société. Quand Boumediene et Ben Bella sont en divergence, c'est sur la conduite à tenir face au mouvement de masse autogestionnaire spontané qui a libéré les terres, libéré les usines. De la crise de l'été 74 à la crise de succession de 1979, il y a des divergences entre ceux qui s'affrontent. Divergences entre le bloc de Bouteflika plus proche des affairistes et le bloc de Yahyaoui Boumediene plus proche d'une gestion populiste pour continuer l'effort d'industrialisation. Durant le premier mandat de Bouteflika, de 1999 à 2004, il y a eu un affrontement très dur qui s'est achevé avec les élections présidentielles de 2004. De quoi s'agissait-il? De divergences personnelles, de rivalité de personnes? Non.
il s'agissait de positionnements différenciés et contradictoires sur la loi sur les hydrocarbures, sur les privatisations massives, sur le processus de néocolonisation accélérée que Bouteflika voulait mettre en œuvre. Et ces luttes-là étaient accompagnées de grandes luttes sociales sur le terrain, que ce soit la révolte populaire de Kabylie en 2001, que ce soit des émeutes qui ont eu lieu dans nombre de wilayas, que ce soit la grève générale du secteur finance, la grève générale des pétroliers, la grève nationale de 2003. Il s'agissait de lutte de classe, de lutte sociale, autour d'objectifs qui allaient changer les conditions de vie des classes populaires. Bien sûr, sur des sujets aussi complexes, je n'avais pas l'ambition d'achever la discussion en quelques vidéos. Mais déjà, nous avons un peu progressé dans la discussion. Nous pouvons dire d'abord, point 1, nous avons vu que quel que soit l'état de santé ou la présence du décideur principal, du chef de l'État, du président, la machine étatique continue de tourner et sa vocation est de travailler pour les intérêts des classes dominantes. En point 2, nous avons vu que dans les pays développés, ce sont les grandes banques, les groupes financiers qui dirigent l'État. En point 3, nous avons vu que dans les pays dépendants, les pays du tiers-monde, la bourgeoisie est trop faible pour diriger. C'est donc la bureaucratie, la caste militaire, les chefs de l'armée et surtout les hauts fonctionnaires des ministères qui dirigent le bloc social dominant, qui dirige l'alliance de classe qui est au sommet de la société. En point 4, nous avons vu que ce soit dans les pays riches ou les pays pauvres, quand il y a crise, tout le vernis démocratique saute. Quand il y a crise, les institutions de démocratie parlementaire ou présidentielle ou autres sont mises de côté et ce qu'on appelle l'État profond intervient. Bien sûr, il intervient beaucoup moins souvent dans les pays riches et stables que dans les pays du tiers-monde qui sont quelque part en crise permanente. Il y a aussi une leçon qui apparaît pour nous, pour le camp des travailleurs et des masses populaires, c'est que ce champ politique démocratique, restreint dans les pays du tiers-monde, plus vaste apparemment dans les pays riches et stables, ce champ démocratique, nous devons l'investir pour construire politiquement notre camp, pour rassembler nos forces, les structurer dans la société. Mais la confrontation y est déloyale, dans les pays riches, comme chez nous, puisque la presse appartient aux milliardaires et les institutions sont entre les mains des plus riches de la société. Pourtant, il va falloir mener cette bataille pour se construire. Et il faut même savoir, vu tout ce que nous avons dit, savoir que les acquis que nous obtiendrons par la confrontation démocratique seront contestés par des moyens non démocratiques parce que l'État est au service des classes dominantes et que ces institutions ne servent qu'à porter l'intérêt de ces classes dominantes. Eh bien, nous relèverons le défi. Eh bien voilà, avant de nous quitter, on pourrait, par exemple, utiliser toutes nos réflexions sur ces 3 vidéos pour essayer de comprendre la dynamique des élections de 2019, pour essayer de comprendre pourquoi cette campagne pour un 5e mandat proposé à un président visiblement malade. Il faudra bien en reparler puisque c'est l'actualité. Je vous remercie pour votre attention. Restez à l'écoute, abonnez-vous, commentez, partagez, parce que ça ne fait que commencer.